Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres de l'actualité de ce lundi 25 janvier. Le meurtre du Vieux-Tour, c'était il y a 2 ans. Le procès s'ouvre demain devant les assises d'Indre-et-Loire. L'auteur des faits, qui a d'abord reconnu son geste, se dit aujourd'hui victime. Le Théâtre pour tous, c'est l'initiative mise en place par plusieurs centres socio-culturels de l'agglomération. Ce week-end, c'est le théâtre du Nouvel Olympia qui a accueilli une vingtaine de personnes de la Rabière de Jouer-les-Tours. En sport, tour d'horizon des temps forts du week-end avec Bastien-Mathieu. Une défaite de plus pour le TFC qui s'incline face à Auxerre. Fin de partie aussi pour les handballeuses de Chambray en 8e de finale, mais victoire du Tour Volleyball face à Poitiers. Et on commence ce journal avec un drame à Romorantin dans le Loir-et-Cher. Un incendie a coûté la vie à une femme de 91 ans. Il était aux environs de 2h45 tôt hier matin quand le feu s'est déclaré dans sa maison située dans une résidence. Les pompiers, alertés par la fille de la victime, n'ont pu que constater le décès de la nonagénaire. Ils ont retrouvé son corps derrière une porte. Les vérifications menées à l'intérieur du logement ont confirmé l'origine accidentelle de l'incendie. Le feu serait parti du bois de la cheminée. C'est le temps fort judiciaire de la semaine en Touraine. Ouverture demain et pour 3 jours du procès de l'affaire du meurtre du Vieux-Tour aux assises d'Indre-et-Loire. Rappelez-vous, c'était en février 2013. Un homme d'une vingtaine d'années était retrouvé mort près de la place Plumereau. Il avait reçu un coup de couteau lors d'une altercation à propos d'un téléphone portable. L'auteur du coup mortel, un jeune âgé aujourd'hui de 23 ans, comparaît demain devant les assises. Après avoir reconnu les faits, il tente désormais de passer pour une victime. Et c'est le ténor du barreau de Lille, maître Éric Dupont-Moretti, qui assure sa défense. Florent Carrière. Ce 9 février 2013, en plein après-midi, Maguette Guéillé est retrouvé mort rue Brissonnet à Tours, à 2 pas de la place Plumereau. Le jeune homme a en effet été victime d'une hémorragie interne à la suite d'un coup de couteau porté au thorax. L'enquête révélera rapidement que Maguette avait été impliqué un peu plus tôt dans une altercation rue des Halles devant cette supérette. La caméra de vidéosurveillance du magasin a filmé la scène, mais elle ne permet pas d'identifier l'auteur du coup. On y voit l'altercation, puis la fuite, mais le couteau n'apparaît pas à l'image. Coup de théâtre, 3 jours après les faits, Théophile Duhamel, 21 ans, se présente au commissariat avec son avocat de l'époque. Il reconnaît être l'auteur des faits, mais selon lui, il s'agit d'un accident à la suite d'une altercation basée sur une histoire de téléphone portable que Maguette aurait tenté de vendre à la petite amie de Théophile. Théophile Duhamel est alors mis en examen pour meurtre sans préméditation et incarcéré. Mais depuis, le jeune homme qui a demandé 11 fois mais en vain sa remise en liberté change de défense. Il se dit aujourd'hui victime. Son avocat maître Dupont-Moretti pourrait soutenir que Théophile n'est pas l'auteur du coup mortel, mettant l'accent sur un écart de dimension entre la plaie et la lame du couteau utilisé par son client. La défense soutiendra que Maguette a pu être blessée avant ou après l'altercation. De son côté, la partie civile, représentée par Maître Moisan, insistera sur la culpabilité de Théophile. Les conclusions de l'expert psychologue relevant une personnalité impulsive et entière de Théophile seront mises en avant. Pour Maître Moisan, cette affaire comporte également une dimension raciale et sociale. Il parle d'un combat entre 2 mondes. Pour lui, Théophile aurait joué le justicier pour sa petite amie dans un monde de marginaux. Les jurés ont 3 jours pour se faire leur idée. À Blois, polémique entre les Restos du Cœur et la ville autour de l'aide aux plus démunis. L'association qui vient en aide à plus d'une quarantaine de SDF s'insurge de l'arrêté municipal pris il y a peu. Un arrêté qui réduit les emplacements de distribution de repas de 3 à 2, dont aucun à proximité du Château Royal. Les Restos du Cœur dénoncent ainsi un intérêt commercial de la part de la ville, qui vit en partie grâce au tourisme et à son château. De son côté, Marc Gricourt, le maire socialiste, se défend en expliquant vouloir coordonner les différentes associations pour que les SDF mangent tous les jours. Les 2 parties ont prévu d'en débattre prochainement. Chantier d'envergure pour la SNCF tout ce week-end et jusqu'à tôt ce matin sur le chantier de la LGV Paris-Bordeaux. Près de 80 cheminots et sous-traitants se sont attelés à poser un aiguillage reliant la voie de contournement de Tours et la ligne à grande vitesse. Opération de démontage des caténaires et de toute la signalisation, découpage des rails ou encore démontage des traverses. À l'origine, cette ligne ne permettait pas la jonction avec la LGV et encore moins la pose d'un aiguillage provisoire jusqu'au début de l'exploitation. À l'été 2017. Il a donc fallu modifier son profil sur près d'1 kilomètre, un chantier de rénovation et de mise aux normes qui a commencé fin 2014.
Attention, plusieurs cantines seront fermées demain, des crèches également, notamment à Tours, conséquence d'une journée nationale de grève dans la fonction publique à l'appel de 4 organisations syndicales. Un mouvement qui porte essentiellement sur la revalorisation du pouvoir d'achat des fonctionnaires, alors que les négociations sur ces questions doivent avoir lieu dans quelques semaines. À Tours, un rassemblement des fonctionnaires est prévu à 10 h, place de la Liberté, demain matin. Autre manifestation prévue demain, celle des chauffeurs de taxi. Une trentaine de taxis appellent à la grève contre les dérives des services de réservation de voitures de transport avec chauffeur. Autrement appelée VTC, la manifestation est prévue à 10 h de la gare à la préfecture. Tours, 10e ville gay-friendly de France, c'est en tout cas ce que rapportait le magazine Têtu dans son palmarès de 2014, le dernier en date sur ce thème. Qu'en est-il aujourd'hui? Fait-il bon vivre dans la capitale tourangelle quand on est gay? Dans cette démarche, le centre LGBT, lesbiens, gays, bi et trans de Touraine a décidé de s'associer à 18 commerces et associations tourangelles. Objectif, contribuer au maintien de ces lieux de vie, mais aussi lutter contre l'isolement et le mal-être des personnes LGBT. Avec nous sur ce plateau, Michael Achard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire de l'association LGBT Touraine. Expliquez-nous un peu cette démarche que vous avez eue de cette association avec des commerces tourangais. Du coup, l'objectif, c'était à la fois de répondre à une demande de nouveaux arrivants à Tours, des personnes qui s'interrogeaient sur ce qu'il y avait à faire autour des thématiques LGBT, des personnes qu'on recevait également au local de l'association. Il s'agissait également de soutenir les commerces gay-friendly, puisque depuis quelques temps, depuis la crise économique, certains commerces ferment leurs portes, notamment le GI près du château de Tours ou encore Mademoiselle H. Donc l'objectif... Est-ce que c'était pas de lister, de répertorier des lieux justement ? Si du coup il fallait lister ces lieux dans un objectif vraiment plus global afin de maintenir du lien social, vu que c'est vrai la crise économique n'aide pas, les réseaux sociaux et les sites de rencontres aussi, donc certains lieux fermés. Ce que vous voulez faire, c'était justement par contre ne pas tomber dans le communautarisme. Le terme communauté, vous ne l'aimez pas, hein. Alors du coup, c'est aussi la vision qu'on en a en France. Le terme communauté, c'est assez connoté négativement en France. Dans d'autres pays, c'est plutôt positif. Donc nous, on est ouvert en fait à tout. Le centre LGBT de Touraine accueille de tous les publics, de tous les bénévoles. C'est quoi ce partenariat? Ça va consister en quoi en fait? Alors, du coup, il s'agit de donner de la visibilité au commerce de la ville de Tours, de soutenir également l'attractivité du territoire, vu que... Alors, c'est quoi? C'est un autocollant sur la vitrine? C'est une labellisation? Comment ça se passe? Alors, pour le moment, c'est les débuts. Alors après, il faut réfléchir sur du long terme et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Mais ça se voit également avec la mairie de Tours ou le département pour réfléchir à des activités plus en lien avec le tourisme, l'attractivité du territoire. Alors justement, on a dit que Tours, c'était la 10e ville gay-friendly, d'après le magazine Têtu. C'était en 2014. Alors derrière des villes comme Toulouse, Nantes, Montpellier et Lyon, qui est la première, c'est justifié pour vous? Du coup, oui. C'est dans le top 10, mais c'est quand même... c'est entre deux, en fait. Du coup, Tours a des atouts. Il y a un secteur associatif foisonnant, qui est dynamique, qui propose des projets. Il y a un aspect aussi culturel qui est indéniable. Je pense au festival Désir, plus vieux festival de cinéma sur les thématiques LGBT et du genre en France. C'est vraiment un atout. Après, l'aspect plus... des lieux et commerces, c'est plus compliqué. Pareil, il y a aussi un aspect lié à l'implication de la ville contre les discriminations et pour le tourisme qui reste encore limité. Donc, peut mieux faire. Alors, donc, du coup, ces commerces sont retrouvés sur votre site internet, je le rappelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le Théâtre pour tous, c'est l'initiative mise en place par plusieurs centres sociaux culturels de l'agglomération turangelle en collaboration avec des acteurs du monde de la culture. Ce week-end, c'est le Théâtre du Nouvel Olympia qui a accueilli une vingtaine de personnes de la Rabière de jouer les tours. Au programme, visite des coulisses ou découverte VIP d'un spectacle. Sabrina Meloult. Les amis de la Rabière, avec Christiane et Carole. Et Claire accompagnera ceux qui ont besoin de partir en ascenseur. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Par ici. Venez. Ils sont une quinzaine à visiter cet après-midi les entrailles du théâtre. Une première pour certains. Connaître l'envers du décor, une belle opportunité pour Dia.
Le monsieur vraiment donne une impression qu'il est de la même famille avec nous, avec les spectateurs. Il nous explique même parfois quelques petits secrets qui restent inconnus pour les spectateurs. Franchement, c'est très sympathique. Petit tour en loge avant de poursuivre la visite. Cette fois-ci, le groupe n'aura pas l'occasion d'assister aux répétitions. Média est conquis. D'après ce qu'on a visité, on a vu, ça ressemble à, vous voyez, un magicien qui vient avec une valise noire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout accessoire qui est inconnu, qu'on ne connaît pas, c'est exactement ça. Ce n'est que la scène qu'on voit la magie, quoi. Ce qui va se passer, c'est énorme, c'est l'expression fantastique. Et pour terminer cette visite en beauté, le groupe est invité à assister à la pièce de théâtre de Molière, Trissotin, Les femmes savantes, mise en scène par Machakel. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Bastien Mathieu, notre journaliste sport. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors on commence avec du foot. Et du TFC qui s'est incliné 2-1 face à Auxerre. Oui, beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors d'abord donc le football, première défaite du Tour FC depuis fin novembre. Les Bleus se sont inclinés à Auxerre, une défaite cruelle, vous allez le voir. Auxerre qui ouvre le score par Courtet après un contre et surtout une perte de balle de Miguel. C'est Santa Maria qui va égaliser en fin de match. Les Bleus pensent à repartir avec le match nul. Et c'est perdu. Auxerre va reprendre l'avantage 3 minutes plus tard sur un but qui aurait dû être refusé puisque Guirassy va marquer du bras. Une erreur d'arbitrage qui coûte cher, mais Marco Simonet veut surtout retenir que ses joueurs n'ont pas réussi tout simplement à marquer avant et il regrette de ne pas avoir mieux exploité les possessions de balles. On a des fois trop ralenti cette action vers le but. On a fait des choix que ce n'était pas le bon choix. Donc, pas trop performant dans cette situation qu'on a réussi bien à construire, bien développer dans cette situation entre les lignes. Et prochaine rencontre, ce sera vendredi soir à domicile contre l'AC Ajaccio d'Olivier Pantaloni. Et puis juste un dernier mot sur le Tour FC pour dire qu'Alexis Bosetti, qu'on avait reçu lundi dernier, il est bien parti. Il a de nouveau été prêté à un club norvégien cette fois, le Sarpsborg 08. Alors direction Blois maintenant avec du basket et l'ADA qui s'est imposé à domicile 91-60 face à Sorgue. Et oui, très très belle victoire de l'ADA Blois Basket qui reste invaincu sur son parquet. 9 victoires en 9 matchs à domicile. Celle de samedi est éclatante. 91-60, 31 points d'avance, des jolis points, une très belle ambiance. C'est une véritable démonstration qui permet à l'ADA de conforter sa première place de National 1. Et l'ADA compte maintenant 2 points d'avance sur son premier poursuivant parce que 3 concurrents directs se sont inclinés ce week-end. On écoute Michael Hay, l'entraîneur de l'ADA, est forcément très fier de ses joueurs. L'adresse, ça vient. Mais bon, on a été très adroit, même à 3 points dans les transmissions, etc. Donc non, c'est plutôt offensivement sur les 25 dernières minutes, c'est une chose aboutie. Sur les 15 premières, beaucoup moins. Bon, défensivement, heureusement qu'on a la plus grosse défense, donc on arrive à tenir le choc. Donc ça donne de la confiance, de la croyance pour la suite. Du volley maintenant avec le TVB qui continue sur sa lancée. Victoire 3-7-0 face à Poitiers. Un gros match. C'est la machine TVB qui est lancée. Et ouais, c'était l'affiche des finales 2011 et 2012. Cette fois, il n'y a pas eu photo entre Tours et Poitiers. Victoire 3-7-0, 25-13, 25-19, 25-19. Les joueurs de Vitalainen ont totalement maîtrisé leur sujet et enchaînent une 9e victoire de suite. Du même coup, les Tourangeaux sont désormais 2e ex-aequo. Ils continuent leur remontée. Ils rejouent d'ailleurs dès demain dans un match sans enjeu. Ils se déplacent en Ligue des Champions en Grèce à Thessalonique, mais sont déjà qualifiés pour les playoffs. Alors pour finir, un petit mot de handball. Alors là, cette fois-ci pour les filles, ça n'a pas marché. Elles ont perdu en 8e de finale face aux Parisiennes, c'est bien ça. Et oui, un 8e de finale de prestige à domicile hier après-midi. Elles recevaient ici Paris, vice-champion de France et qualifié encore en Coupe d'Europe. Le CTHB aura tenu une mi-temps avant de craquer, notamment parce que Paris, qui s'était fait peur au début du match, a resserré les boulons en défense. Au final, défaite 29-23. L'aventure en Coupe de France s'arrête donc là. Les Chambrosiennes vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat. Elles sont actuellement 2e de Division 2 et assurées de monter presque à l'échelon supérieur. On en parle d'ailleurs tout à l'heure avec Guillaume Marquez dans Stadium. Et je le rappelle, on vous retrouve ce soir, juste après à 19h15, avec du coup Guillaume Marquez qui sera votre invité ce soir. Merci Bastien, l'entraîneur. La France vit sous état d'urgence depuis 3 mois maintenant. Le gouvernement prévoit de prolonger cet état d'exception pour 3 mois supplémentaires. La décision fait de plus en plus débat. Le Conseil national des barreaux dénonce ses conséquences pour les libertés et les droits de la défense. On en parle dans un instant avec François-Antoine Cros, avocat et ancien bâtonnier de Tours. Restez avec nous, à tout de suite.